Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de d'EDEC Vox Podcast. Je suis ravi aujourd'hui d'animer, donc Adrien Delopaoli, je suis ravi aujourd'hui d'animer ce magnifique épisode autour de la mode circulaire et j'ai le plaisir aussi aujourd'hui d'avoir avec moi Marie-Cécile Cervellon, PhD à l'EDEC, professeure de marketing et chercheur au sein d'un projet européen sur la mode durable financé par Erasmus+. Et à ses côtés, Laurine Poulet, MSI Marketing, promo 2021, qui va arriver avec un point de vue très précis, très expert sur la mode durable, à travers un mémoire qu'elle a pu réaliser au sein de la marque Bache sur ce sujet. Pourquoi la mode circulaire ? Vous allez me dire, c'est un sujet qui anime énormément ces derniers temps. Moi-même, je travaille sur le secteur de la mode depuis la sortie de mes études à l'EDEC Business School, 7 ans au sein de ma propre société de rigueur, bureau d'innovation, produits spécialisés sur le secteur mode et luxe. On accompagne les marques sur la conception de leur collection du futur, que ce soit sur l'innovation technologique ou que ce soit sur l'innovation durable, dans la création de procédés techniques innovants pour revaloriser des déchets de matières, de produits. Aujourd'hui, la question est essentielle, c'est-à-dire que les marques sortent du Covid, elles se retrouvent dans une situation avec énormément de stock matière, de stock de produits, et elles se posent la question de quelle est la phase d'après. Aujourd'hui, elles vivent une triple pression, en plus une pression que ce soit au niveau gouvernemental sur la mise en place de la loi anti-gaspillage, que ce soit une pression des autres marques qui mettent en place le Fashion Pact par exemple, ou des consommateurs qui demandent plus de transparence et de comprendre ce qui se passe au niveau du Rana Plaza, au niveau des Ouïghours. Aujourd'hui, accompagné de Marie-Cécile et de Laurine, on va se poser cette question. Et Marie-Cécile, ma première question va pour vous. Quand on parle d'économie circulaire dans la mode, à quoi fait-on référence ? Alors, le secteur de la mode, il repose traditionnellement sur un modèle linéaire. Ça consiste à consommer des ressources naturelles pour fabriquer des vêtements qui seront jetés après usage, malheureusement. Dans l'économie circulaire, en revanche, il y a l'idée que le cycle de vie du produit et des matières premières, il peut être prolongé, soit en réintroduisant les vêtements sur le marché de la seconde main ou le marché de l'occasion, ou encore en recyclant ou en surcyclant la matière première pour produire d'autres vêtements ou éventuellement d'autres produits. La différence entre ce qu'on appelle le recyclage et le surcyclage, ou upcycling en anglais, c'est que dans le premier cas, on extrait la matière première pour la réutiliser, par exemple utiliser les déchets plastiques qui proviennent de l'océan dans la fabrication de tissus polyester. Dans le second cas, l'upcycling, il s'agit de réemployer les déchets pour fabriquer de nouveaux produits qui vont être supérieurs en qualité ou avoir une utilité supérieure. C'est par exemple ce que fait Hermès dans son laboratoire de recréation, Petit H, qui crée des objets singuliers à partir de chutes de tissu, de cuir, qui ne sont pas utilisés par les autres ateliers d'Hermès. C'est un modèle en fait qui minimise le gaspillage, c'est le zéro déchet. L'objectif c'est zéro déchet. Ça imite quelque part la nature, puisque les feuilles mortes fertilisent les sols. Lavoisier disait rien ne se perd, tout se transforme. Donc c'est un peu c'est un peu cette perspective-là qui est utilisée dans le modèle d'économie circulaire. C'est un modèle qui est complémentaire, en fait, c'est éco-responsable et c'est complémentaire à l'éco-conception qui, elle, va favoriser les matières plus durables, qui nécessitent moins d'engrais chimiques, moins de pesticides, par exemple le lin ou le coton bio. Qui va arriver en début de chaîne plutôt, alors que le surcyclage, l'upcycling, comme vous dites, on arrive plutôt en fin de chaîne. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée beaucoup plus de valeur. C'est-à-dire que si on prend juste une matière qui est en matière dormante, qu'on la revend à 50% de son prix d'achat, on perd de la valeur. On arrive en fin de chaîne, on recrée des objets comme chez Petit H, on recrée plus de valeur encore. C'est ça qui est intéressant. Donc, à partir des déchets, recréer de la valeur pour les marques. Quels sont les principaux moteurs qu'on a justement dans l'économie circulaire ? Donc, beaucoup de standards qui se mettent en place. Qu'est-ce qui pousse les marques à bouger ? Déjà, quand on parle d'économie circulaire, il faut quand même pas oublier que la seconde main, ça existait bien avant l'invention des plateformes de type Vinted ou Vestiaire Collective. Clairement, les vêtements d'occasion étaient vendus dans des friperies, sur les marchés aux puces. Donc, c'est pas nouveau.
Ce qui est nouveau, en revanche, il y a un engouement des consommateurs qui s'est développé sur les dernières années, qui est principalement dû, disons que le principal moteur, c'est quand même l'urgence, la prise de conscience qu'il y a quand même une urgence à essayer de contrer la dégradation de notre environnement. Et cette prise de conscience, c'est vrai que l'un des moteurs, c'est quand même la jeunesse, c'est quand même la nouvelle génération, les millennials, qui sont des consommateurs, c'est-à-dire qu'ils utilisent la consommation réellement pour défendre leurs valeurs. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ils achètent aujourd'hui des vêtements dans l'économie circulaire, qui sont issus, de l'économie circulaire, qui utilisent des matières recyclées, qui sont vendus sur les marchés de seconde main, parce que ils veulent montrer qu'ils s'engagent. C'est un acte engagé aujourd'hui de consommer des produits issus de l'économie circulaire. Cette génération qu'on appelle les millennials, et vous me tendez le bâton, en fait, vous faites mon travail, quoi, Marie-Cécile, merci beaucoup, puisque ça me donne l'occasion de donner la parole à Laurine, qui, on va dire, non seulement est experte du sujet, mais aussi est une grande représentante des millennials. Et quel est votre point de vue aussi, Laurine, sur la question des digital natives dans l'économie circulaire, dans ses besoins, dans ses attentes par rapport aux marques? Eh bien, comme l'a dit Marie-Cécile, il y a une conscientisation environnementale et un shift des mentalités menées par les nouvelles générations. On a une nouvelle relation à ce qu'on consomme, à ce qu'on possède, et il y a l'émergence de concepts de consommation collaborative. Les nouvelles générations vont aussi privilégier peut-être l'accès aux biens plutôt que la possession, donc avec la location par exemple. Ça a déjà révolutionné plein d'autres industries, donc on peut penser à Airbnb, à Uber, et donc la mode n'y échappe pas. Et en fait, cette révolution, cette consommation collaborative, elle se fait à grande échelle et elle se consolide grâce aux plateformes en ligne. Et donc, ce sont effectivement les jeunes générations digital natives qui sont nées dans cette transformation digitale et qui sont donc particulièrement familières avec ces nouvelles pratiques qui mènent cette révolution. Et aussi, je pense que les réseaux sociaux permettent aussi de parler en fait d'économie circulaire. On assiste à la création de plein de médias spécialisés sur la mode circulaire, et donc les réseaux sociaux seront aussi un vecteur de ce message pour les jeunes. Et pour donner un exemple plus concret au niveau de la mode circulaire, donc comme l'a dit Marie-Cécile, il y a un véritable boom de la seconde main qui croît à plus de 20% par an et qui va sûrement d'ici 2030 dépasser le marché de la fast fashion. Et donc même s'il y a aussi une tendance d'aller en friperie qui grandit également, et ben en fait les véritables leviers de cette croissance de la seconde main, ce sont quand même les grandes plateformes telles que Vinted ou Vestiaire Collective, donc ces grands acteurs en ligne, puisque ces derniers ne sont pas loin d'avoir une croissance à 100% et de doubler chaque année. J'ai d'ailleurs moi-même vendu hier encore un pantalon, un pull sur Vinted. Ça se fait très simplement. Toute l'expérience client est passionnante en fait, l'interaction avec les clients. Je trouve ça génial d'ouvrir le sujet de la seconde main parce que ça ouvre un sujet, on va dire, du côté plus économique, côté des marques. Et là, j'aimerais donner la parole à Marie-Cécile. Est-ce que c'est pas finalement une compétition en interne avec ces marques qui, elles, créent du neuf et leur modèle, c'est quand même de fabriquer, stocker et vendre, comme vous disiez au début du podcast. Est-ce qu'il n'y a pas une compétition qui se fait avec la marque elle-même? On pourrait penser que la seconde main est une forme de concurrence pour les marques, mais en réalité, elles ont tout à gagner en fait à s'approprier ce marché-là parce que d'abord parce qu'il y a une vraie plus-value en termes d'image. Parce que quand on peut revendre des vêtements de seconde main d'une marque, ça prouve la qualité de la marque, en fait, et la longévité dans le temps. Et puis également parce que c'est un moyen de créer une sorte de cercle vertueux et de fidéliser la clientèle qui bien souvent vide ses armoires pour racheter derrière et quelquefois du neuf. Et si on arrive à s'approprier ce marché-là, c'est bien sûr, on bénéficie directement de cette, à la fois en termes d'image, mais également en termes de nouvelle clientèle ou de fidélisation de la clientèle. Donc, pour vous donner juste un exemple, quand
on le joue bien. L'exemple de Burberry, par exemple, et la collaboration de Burberry fin 2019 avec The Real Real, c'est une plateforme de vente de seconde main. Burberry a encouragé les détenteurs de produits Burberry, de vêtements Burberry, à revendre sur la plateforme de Real Real, et en contrepartie, Burberry a créé des événements spécifiques pour ces personnes-là, les a invités par exemple à des événements privés, de la présentation de nouvelles collections, etc. Donc c'est le moyen de fidéliser les clients de la marque, et bien entendu c'est également le moyen de valoriser son image. Donc concurrence, je pense qu'il y a moyen de le jouer quand même de manière extrêmement positive pour la marque. Après, il faut se dire aussi que les marques ont quand même intérêt à s'engager dans l'économie circulaire, même indépendamment de la seconde main, parce que, comme l'a dit Laurine, d'ailleurs, je rebondis à nouveau sur ce que vient de dire Laurine, c'est vraiment intéressant pour les marques de développer des services autour du produit. Ça, c'est quand même assez nouveau, puisqu'il y a des services de réparation qui sont développés, des services de revente, des services de location, Laurine l'a mentionné. Donc c'est intéressant aussi pour les marques de réfléchir à de nouvelles méthodes de production qui vont leur permettre de fabriquer des vêtements qui vont avoir plus de durée dans le temps, qui vont pouvoir être revendus, qui vont être de meilleure qualité. Donc il y a il y a tout un processus aussi derrière de repenser notre activité, notre manière de fabriquer les vêtements. Et puis, il faut quand même pas l'oublier, c'est quand même un modèle qui est générateur d'énormément d'innovations technologiques et qui nous pousse quelque part à financer, qui pousse les marques à financer des initiatives, à collaborer avec des startups qui vont pouvoir introduire de nouveaux modèles pour justement produire de manière plus propre et pouvoir recycler éventuellement des déchets. Je pense notamment au développement d'une cellulose à base de déchets issus de produits issus de jus de fruits, par exemple jus d'orange, etc., par la startup Orange Fiber. Donc tout ça, toutes ces initiatives, elles sont bien entendu, elles participent à l'économie circulaire et elles permettent de faire avancer en fait l'éco-responsabilité dans le secteur. Ouais, le sujet est gigantesque en fait. Dès qu'on rentre dans le cycle de vie du produit, que ce soit sur sa conception, sa consommation, sa réparation, le cycle de vie, c'est 7 différentes étapes. Et là, concentrons-nous encore une petite seconde justement sur cette seconde main. J'avais eu le plaisir d'aller chez The Real Real à Los Angeles, c'était quelques années à l'occasion du salon Remode Fashion Fair. Un lieu qui est exceptionnel, un lieu qui met très en valeur, d'où je comprends le positionnement très haut de gamme. Par contre, on voit tous ces exemples, que ce soit Vinted, que ce soit The Real Real, on est sur des plateformes multimarques. Quel serait l'intérêt, je rajoute une petite question supplémentaire, quel serait l'intérêt pour une marque d'être sur du multimarque en seconde main ou de plutôt récupérer la seconde main sur son propre site, dans ses propres boutiques, dans des boutiques d'outlet par exemple, ou sur son site? Je viens de mentionner l'idée de fidéliser la clientèle. Donc là, c'est clair. Et encore une fois, en termes d'image, c'est extrêmement important pour les marques aujourd'hui de montrer aux clients qu'elles participent à cette économie et qu'elles sont un moteur dans cette démarche d'éco-responsabilité. Et je pense que l'exemple de Bache, Laurine, je pense que l'exemple de Bache est probablement une des meilleures illustrations justement de comment on peut s'approprier ces nouveaux canaux de revente de vêtements en fait. Et encore une fois, Marie-Cécile, vous passez parfaitement la main à Laurine. Justement, Laurine, la question c'est, sur cet exemple de l'économie circulaire de la seconde main ou d'autres,
Bâche a mis des choses en place. Comment est-ce que Bâche participe à cela? Et justement, sur le seconde main, en se réappropriant le canal de distribution de ces produits seconde main, comment il recrée la valeur et comment il présente cette valeur? Effectivement, Bâche a initié un programme de développement durable en 2017. Donc, on parlait de chaînes et effectivement, ils ont d'abord travaillé sur l'amont de leurs opérations, donc tout ce qui est matière, fournisseurs. Ensuite, ils ont bien sûr travaillé sur leurs opérations en propre, donc tout ce qui est logistique, packaging. Et enfin, en 2019, ils sont arrivés à l'étape de travailler, donc comme on a dit, sur la fin de la chaîne, sur le cycle de vie de leurs produits. Donc, durant mon étude, j'ai exploré 4 grands business models pour la mode circulaire. Donc, on les a quasiment tous évoqués. La seconde main en premier, la location de vêtements en deuxième, l'upcycling ou surcyclage, et enfin les services de réparation. Et Bâche, en fait, dans le cadre de ce troisième pilier de son programme Bâche Blossom, a exploré en fait un peu tous ces modèles. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette marque pour effectuer mon mémoire de fin d'études, puisque c'était effectivement un super exemple. Donc, si on se concentre du coup sur le plus prometteur qui est la seconde main, effectivement, Bâche en fait a mis en place un service de revente pour ses clientes en ligne en collaboration avec 2 startups innovantes. On en a parlé également. Donc, c'est Reflown et Ariani. Et en fait, comment ça fonctionne? Grâce à un bouton intégré à l'historique d'achat des clientes, elles peuvent revendre en quelques clics leurs achats passés sur différentes plateformes de seconde main, donc que ce soit vestiaire collective, et d'ailleurs ça touche même des plateformes hors Europe, donc c'est vraiment une technologie mondiale. Et grâce à Ariani, à chaque fois qu'un produit est listé, il y a un certificat d'authenticité qui est généré et qui peut en fait être transmis de la vendeuse à l'acheteuse. Et alors, une fois que la vendeuse a vendu son produit, elle peut décider soit de récupérer le montant de la vente en cash ou alors sous la forme d'un bon d'achat moyennant une augmentation de la valeur de 15 à 20%. Et donc là, effectivement, on voit l'intérêt pour la marque puisque ce business-là permet du coup de fidéliser la cliente et de venir nourrir le business de première main de Bâche. Et également, ce certificat d'authenticité Ariani, ça permet aussi d'ouvrir un canal de communication qui est RGPD friendly et qui va permettre de de rentrer en contact avec cette nouvelle acheteuse qui fait partie en fait de la communauté Bâche, pardon. Mais précédemment, la marque n'avait pas accès à ces nouvelles consommatrices. Et justement, ça répond également à votre question, Adrien. Donc, on se rend compte qu'avec ce business model, il y a beaucoup moins de risques de cannibalisation et au contraire, ça vient nourrir le business de première main de Bâche. Et ça marche vraiment puisque dans 80% des cas, les clientes choisissent le bon d'achat. Et ensuite, Bâche a également été un des pionniers en France sur la location de vêtements, puisque ça a été une des premières marques en 2020 à lancer son propre site de location de vêtements monomarque. D'ailleurs, récemment, il y a un de ses principaux concurrents, Mage, qui s'y est mis également. Et en fait, encore une fois, cela s'est fait en collaboration avec une jeune start-up innovante, Les Cachotières. Et d'ailleurs, suite à cette collaboration, Les Cachotières ont même lancé leur service B2B, Les Cachotières for Brands. C'est ce concept de rental as a service qui était déjà présent aux États-Unis, mais qui est assez récent en France. Et d'ailleurs, c'est aussi un concept qui est en train de monter pour la seconde main, le resale as a service. Et effectivement, la location, peut-être même encore plus que la seconde main, ça demande beaucoup de logistique, donc c'est très compliqué et coûteux pour une marque de se lancer en propre, mais ça reste un très bon moyen pour la marque de valoriser les stocks restants des anciennes collections et de toucher encore une fois une communauté plus large.
Ensuite, un troisième point en ce qui concerne l'upcycling. Depuis début 2020, la marque propose après chaque collection une collection capsule remake, utilisant des restes de tissu en fait de la collection précédente pour rééditer de nouveaux articles, dans de nouvelles formes. Et ça permet aussi à la marque d'offrir du coup des vêtements à un prix un peu moins élevé, avec un plus faible impact environnemental, tout en offrant un business additionnel. Et enfin, c'est peut-être de manière plus anecdotique, mais ça a le mérite d'exister. La marque, en ce qui concerne les réparations, a publié récemment des tutoriels sur YouTube pour expliquer à ses clientes comment réparer leurs vêtements bâches pour prolonger leur durée de vie. Donc beaucoup d'initiatives, on voit beaucoup de choses qui sont faites en parallèle. Ça doit être un sacré investissement, mine de rien. Je ne sais pas si vous avez pu avoir un retour en interne des ressources qui sont mises à disposition, que ça soit aussi bien budgétaire que ressources humaines, parce que finalement c'est énormément de travail. Effectivement, en fait, justement, en 2017, Bash a créé une équipe dédiée à la stratégie, la transformation et le développement durable. Et justement, en mettant ces trois sujets dans les mains d'une même équipe, et il montre vraiment la volonté de la marque à mettre le développement durable au cœur de la stratégie de la marque. Après, j'ai pas de données sur les investissements financiers, mais bien sûr, effectivement, ça représente un profond investissement pour la marque. On a une idée de la taille de cette équipe. Combien il faut de personnes à l'intérieur d'une marque comme Bash, par exemple, pour faire changer les choses? En transverse et qui vont venir toucher toutes les équipes de Bash, que ce soit les équipes digitales, les équipes produits. Donc, c'est peut-être une équipe de 4 personnes qui lead ces projets, mais en réalité, c'est toute la main-d'œuvre Bash qui est concernée par ces sujets. Oui, mais on se rend compte souvent que au quotidien, quand on est chez une marque et qu'on a des sujets, on va dire, du quotidien, on est souvent enfermé à l'intérieur de ces sujets. On a du mal à trouver du temps, de la créativité pour chercher des solutions. On a du mal à les mettre en place parce que ça rajoute une charge de travail. Là, on le voit depuis la fin des déconfinements. Énormément de pression est mise sur les employés des marques pour relancer l'économie, pour faire du chiffre, pour rattraper les niveaux d'antan, en particulier sur tout ce qui est milieu de marché. Quels sont du coup les freins qu'on peut rencontrer, Marie-Cécile, peut-être quand on est une marque et qu'on veut mettre en place ces choses? Là, on parlait de ressources humaines, on parlait de budget, mais ça peut être quoi d'autre? Ça peut être déjà l'anticipation, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, que les marques travaillent bien en amont, dès le design en fait des vêtements, pour intégrer justement toutes ces problématiques et qu'on pense comment on peut remplacer certains matériaux par des matériaux recyclables, comment on peut s'approvisionner aussi, parce qu'il y a des grandes difficultés aussi à s'approvisionner sur certains matériaux. Donc ça, le sourcing aussi, c'est pas évident et ça conduit quelquefois certaines marques à établir des partenariats stratégiques tout au long de la chaîne de valeur entre acteurs, à partager. Il faut qu'il y ait du partage d'informations, il faut qu'il y ait de la transparence. Il faut quelquefois ça amène certaines marques également à entrer dans ce qu'on appelle la coopétition, c'est-à-dire qu'il faut établir également des stratégies collaboratives entre concurrents d'un même secteur. Donc ça, c'est vrai que ça permet aussi de pouvoir dépasser un certain nombre de difficultés. Vous parlez, je saute justement sur l'occasion de parler de coopération, notamment chez Givenchy. Ils ont travaillé avec Burberry, on parlait de Burberry tout à l'heure, pour la mise en place d'une chaîne de production durable de la soie et de la broderie directement en Inde, où les savoir-faire sont exceptionnels justement sur les broderies. Donc il y a des choses qui se mettent en place. On voit le Crash Impact qui pousse aussi des marques à se mettre ensemble, à travailler ensemble. Donc c'est super justement de voir qu'à l'intérieur d'un secteur, on n'est plus uniquement concurrent, mais on met des choses en place pour avoir un impact plus important. Tout à fait. Pour un objectif quelque part qui est vraiment qui nous dépasse et qui est vraiment louable. Donc c'est vrai que c'est important de mentionner et c'est un excellent exemple en effet. Puis après, il y a aussi, va falloir dépasser un certain nombre de difficultés qui viennent du consommateur, parce que
On a établi quand même, on a des habitudes qui sont établies par la fast fashion. On peut réparer des vêtements plutôt que de les jeter. Donc tout ça, ce sont des habitudes qu'il va falloir changer, et ça va passer par l'éducation justement qu'on va pouvoir donner aux consommateurs, leur apprendre. Et je pense que l'exemple que vous avez donné, Laurine, de Bâche, comment on peut réparer ses vêtements, c'est encore une fois, c'est une très très belle illustration de ce qu'on peut faire pour éduquer le consommateur à ce type de pratique. J'aimerais rajouter peut-être un frein supplémentaire, parce que quand on regarde à l'intérieur d'une entreprise de mode, on a souvent une structure assez pyramidale avec des décisions qui doivent venir du haut. Et donc, le top management est là aussi pour insuffler cette vision culturelle durable. Et on se rend compte que souvent, à la tête, les dirigeants sont, on va dire, plutôt des personnes de la génération du baby-boom, qui n'ont pas forcément cette sensibilité. Je vois, quand je vais chez mes parents, quand je vais chez mon père, l'énergie qu'il faut mettre pour lui faire prendre conscience de certains problèmes environnementaux. Donc, forcément que ça prend du temps aussi. On voit qu'il y a des freins aussi en termes de décision. Derrière, le capital est dans ces grandes marques gérées par des fonds d'investissement qui sont aussi gérés par des personnes qui ont 50, 60, 70 ans et qui sont très loin de ces problématiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on attende la prochaine génération en fait, pour que ça avance ou... Il y a une grande prise de conscience également pour les générations, en effet, baby boomer ou génération Y. Donc, ce sont des générations qui aujourd'hui, bien entendu, ont conscience. Et je pense que vous le mentionnez en introduction du podcast. Je pense que le Covid, ça a quand même fait prendre conscience à l'ensemble des consommateurs qu'il fallait faire quand même quelque chose pour remédier à une situation qui est quand même assez déplorable et qui risque de miner les générations futures. Donc, je pense pas qu'aujourd'hui ça ne concerne que les millennials. C'est vrai que les millennials ont été le moteur, vraiment, et qu'ils ont poussé vraiment sur ces tendances-là, ils ont vraiment été moteurs. Mais aujourd'hui, toutes les générations se sentent concernées, et c'est vrai que voilà, je pense pas qu'il faille isoler les générations les plus anciennes, on va dire. Et comme vous l'avez dit, Adrien, je pense que, comme vous l'avez dit, vous essayez d'éduquer votre père sur ces sujets-là. En fait, l'éducation, elle ne va pas que dans un sens. Selon moi, elle va aussi justement de ces jeunes générations, de sensibiliser leurs parents, leurs grands-parents à ces sujets-là. Et du coup, je pense aussi que c'est un des rôles de ces jeunes générations de faire passer le message à tout le monde. Exactement. Et puis, si on doit revenir sur le sujet des marques, justement, et de la mode circulaire, je pense que toutes les marques sont à des niveaux différents de développement par rapport à ces sujets. Mais c'est important de se dire que l'étape numéro 1, c'est la sensibilisation. L'étape numéro 2, c'est la formation. Formation des équipes, formation après la sensibilisation au sujet, par exemple, d'éco-conception ou d'économie circulaire. Et enfin, l'implémentation de véritables actions à mettre en place, comme on a pu le voir ici avec l'exemple de Bâche. On va arriver à la fin de ce podcast. J'aimerais ajouter un tout petit élément, c'est qu'on a développé il y a quelques mois un outil d'autodiagnostic directement sur notre site internet, derigueur.green, et donc justement pour les marques qui se posent des questions, qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne savent pas comment mettre en place leur stratégie de développement durable, allez-y, 21 questions, et à partir de là, on vous génère un plan d'action automatique et complètement gratuit. Vous allez avoir des ressources et les exemples de Bâche sont dedans. Voilà. J'aimerais vous remercier toutes les deux, Marie-Cécile, Laurine. Si vous avez peut-être un mot de la fin à ajouter. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin, une conclusion aussi ? Qu'est-ce que je pourrais dire comme mot de la fin ? Eh bien, effectivement, c'est une discussion que j'ai eue avec le directeur de la transformation et du développement durable chez Bâche. On disait qu'il y avait beaucoup de collaboration entre les différents acteurs de ces secteurs, justement pour aller vers une économie circulaire et non plus linéaire. Et en fait, je pense qu'effectivement, les marques ont tout intérêt à être un modèle pour les autres, et on sort un peu du schéma concurrentiel en ce qui concerne le développement durable, puisque quand une marque met en place quelque chose en quel elle croit et qui est vraiment impactant, elle a un peu envie que aussi les autres marques s'y mettent, et du coup c'est intéressant aussi pour les marques d'être un modèle sur ces sujets-là pour les autres. D'être la locomotive qui tire le reste du secteur. Et on a le plaisir d'aller sur des salons comme Change Now Summit
où on peut voir des innovations durables impressionnantes. Donc voilà, se renseigner, beaucoup de contenu en ce moment. Et encore une fois, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Marie-Cécile, merci Laurine, à vous les studios et merci à nouveau pour cet épisode d'EDEC Vox Podcast. Au revoir. Au revoir, merci.